Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence pour apprendre à communiquer sur soi en tant que freelance. Alors aujourd'hui, notre sujet, ça va être justement comment développer son personal branding pour mieux vendre et donc pour mieux se vendre. Parce que quand vous êtes en freelance, la marque, finalement, c'est vous. Donc, avant de commencer, ce que je vous propose de faire, c'est de me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Marie Beauchesne, je suis consultante et formatrice en communication personnelle. Je suis également TEDx speaker et auteure de La marque c'est moi. Donc c'est mon premier ouvrage qui est sorti il y a à peine 2 mois. La marque c'est moi, la communication personnelle pour celles et ceux qui n'aiment pas se mettre en avant. Et mon quotidien justement, c'est souvent d'accompagner des personnes qui n'aiment pas trop se mettre en avant, qui savent pas comment faire, qui savent pas par où commencer. Donc ça peut être des particuliers, très souvent des indépendants et des freelances d'ailleurs, à travers des formations en ligne, des accompagnements personnels. C'est un programme en ligne qui s'appelle Brand Me Baby, que j'ai monté il y a 3 ans maintenant et qui a pour objectif, voilà, justement d'apprendre à toutes les personnes, comme vous et moi, de mieux communiquer au quotidien, que ça soit pour passer une étape dans sa carrière ou pour incarner ses idées, faire valoir ses valeurs quand on lance un projet, par exemple, à impact, des choses comme ça. C'est aussi quelque chose que je fais, au sein des entreprises, notamment auprès des managers et des dirigeants dans le cadre de projets de transformation. Je suis également directrice générale associée d'un cabinet de conseil qui s'appelle Sens Futur. On intervient sur toute la partie organisationnelle et humaine et moi, je vais aussi apporter justement cette brique de communication personnelle qui est, super importante quand on est dans une logique de transformation et qu'on a besoin d'aller chercher la confiance, le sponsorship aussi, de son équipe, de parties prenantes. C'est également quelque chose que je fais auprès de mes étudiants. J'enseigne également au Centre pour l'entrepreneuriat de Sciences Po Paris, auprès de porteurs et porteuses de projets. Et donc la partie freelance et la partie porteur de projet, c'est justement quelque chose que je connais bien, parce que moi, ça fait maintenant presque 10 ans que je suis soit freelance, soit à mon compte. J'ai créé ma première micro-entreprise il y a une dizaine d'années, alors que le statut juridique venait à peine d'être créé. Donc je faisais des missions de freelance en parallèle de la fin de mes études, quand j'étais en master. Et puis j'ai été salariée, et puis après j'ai monté ma première entreprise, qui était une marque de mode. Donc je me suis également formée au design, qui est une dimension que j'utilise toujours aujourd'hui d'ailleurs. Dans la marque personnelle, la dimension visuelle, ça reste quelque chose de très important. Et en parallèle, voilà, j'ai continué à faire des missions de freelance. Et puis progressivement, mon premier métier, qui était celui de la communication pour les marques, la communication pour les entreprises, s'est transformé pour devenir un métier de communication plutôt auprès des individus. Donc aujourd'hui, je suis à la fois indépendante et je travaille aussi, j'embauche également des freelances sur des expertises très spécifiques qu'on va placer dans les entreprises pour répondre au mieux aux besoins. Et c'est un statut que je trouve particulièrement intéressant parce que vous avez toutes les clés pour justement faire vos propres règles du jeu, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut faire très attention à votre temps. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dont on va beaucoup discuter parce que lorsque vous êtes à votre compte, tout l'objectif, ça va être de passer du statut justement de produit au statut de marque. Vous, en tant qu'indépendant, en tant que freelance, vous allez vendre peut-être des services de conseil en informatique, peut-être que vous allez vendre des prestations de community management, toutes sortes de services. Vous pouvez même être dans d'autres professions, des professions libérales, ça fonctionne aussi. Dans tous les cas, au début, votre prospect, votre client, il va partir souvent de bon, bah, je cherche un community manager ou je cherche une avocate, je cherche un consultant IT. L'objectif, c'est de passer de je cherche un produit, je cherche un service, à justement, je vais chercher tel freelance, telle personne, parce que justement, c'est sa personnalité, c'est son expertise, c'est son histoire, c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler. Par contre, pour arriver justement à passer de ce statut de produit au statut de marque, pour développer sa marque personnelle, ça va demander un petit peu de méthodologie et parfois, ça peut être quelque chose d'assez chronophage. Donc tout l'objectif de cette conférence, c'est de vous aider à développer une bonne communication personnelle sans y passer, sans y perdre trop de temps. Parce que quand vous êtes freelance, eh bien, je sais que ça veut dire que vous allez jongler avec plusieurs métiers. Vous allez à la fois devenir votre propre commercial, vous allez devenir un peu comptable, vous allez faire un peu de juridique, vous allez faire de la communication aussi, de la gestion de projet. Bref, vous allez avoir plein de métiers en une seule journée, et donc votre journée, elle n'a toujours que 24 heures. Donc ça, c'est très important à prendre en considération lorsque vous allez faire de la communication pour vous et non plus pour une marque, c'est de prendre en considération le temps et le budget. Sans plus attendre, je vous propose de vous partager 5 règles d'or pour une bonne communication personnelle quand on est freelance. La première règle pour moi, l'indispensable d'une bonne communication quand on est indépendante, c'est d'avoir un pitch personnel clair qui va générer des opportunités et transformer ces opportunités. Donc qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est lorsqu'on se présente, on va déjà créer des opportunités
Parce que avec les mots que vous allez employer, la manière dont vous allez vous présenter, tous ces mots, en fait, ça va être des points d'ancrage pour votre interlocuteur, qui fait que c'est sur ces mots-là que vous allez être, hem, que vous allez être identifié. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler sur un pitch personnel qui mette en avant, non plus uniquement peut-être ce que vous étiez hier, mais ce que vous voulez être demain. Pour entrer dans le détail de ce qu'est un bon pitch personnel, un bon elevator pitch personnel, pourquoi elevator pitch? Ça vient de l'univers startup, on dit elevator pitch parce que votre pitch doit durer le temps d'un trajet en ascenseur. Alors selon si le bâtiment est plus ou moins long, ça peut faire 30 secondes ou 3 minutes, mais ça ne doit pas être trop long. Donc pour faire un bon pitch personnel, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une structure en entonnoir, où vous allez d'abord donner les informations les plus importantes. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si potentiellement vous allez être coupé. Dans certains cas de figure, vous allez maîtriser votre communication, vous savez combien de temps vous avez à disposition. Parfois, vous ne savez pas combien de temps il vous reste et donc il va falloir faire court. Donc toujours commencer par votre identité professionnelle. C'est important que je comprenne rapidement, en 1, 2, 3 phrases maximum, qui vous êtes. Et donc là, il vaut mieux privilégier les titres compréhensibles. Par exemple, vous pouvez très bien être chef de projet, mais chef de projet, c'est super vague. Donc dans ce cas, il faut préciser, c'est chef de projet événementiel. Vous pouvez très bien être consultant, mais consultant, encore une fois, c'est super vague aussi. Donc vous êtes consultant en informatique ou consultant en développement durable. Peu importe. J'ai besoin d'un point d'ancrage suffisamment simple, mais spécifique, qui va me permettre tout de suite de savoir qui j'ai en face de moi. Et ensuite, vous allez aborder progressivement vos activités. Et là, vous allez pouvoir parler de cas d'usage que vous avez déjà eu par le passé, mais aussi potentiellement ce que vous pouvez faire, pour qu'on comprenne très concrètement la valeur que vous pouvez apporter à vos clients. C'est aussi le moment où vous allez pouvoir faire le lien avec vos motivations. Donc vos motivations, c'est pourquoi vous faites ce métier, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'on puisse comprendre aussi quelle est la personne derrière le CV. L'objectif, encore une fois, c'est pas de dire: «Voilà, je suis un CV», on comprend ce que je fais, c'est une première étape, mais derrière, la proposition de valeur, qui est la personne? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aussi ajouter des dimensions supplémentaires. Par exemple, est-ce que parmi vos expériences passées, il y a des choses intéressantes que vous pourriez mentionner pour qu'on comprenne davantage qui vous êtes? Ou peut-être des activités que vous faites en parallèle, vous pouvez être slasher aussi. Donc tout ça, ça va enrichir votre pitch personnel. Et enfin, vous allez pouvoir conclure sur, par exemple, une actualité, et demain, qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'est-ce que vous allez faire? Ce qui souvent permet aussi d'ouvrir la discussion et là, d'enclencher vraiment la partie dialogue. Donc le pitch personnel, vous allez bien sûr vous adapter à votre interlocuteur, mais c'est aussi un moment pour vous. Vous pouvez prendre 1 minute, c'est rien, pour bien prendre le temps de vous présenter et ensuite vous allez enclencher le dialogue. Une fois que vous avez construit cette base d'élévateur pitch personnel, moi je vous propose un moyen mnémotechnique pour ne pas oublier des éléments essentiels et donc de faire un PAX avec vous-même si vous voulez. P pour personnel, A pour adapté, C pour concret et S pour simple. Donc personnel, ça veut vraiment dire mettre de vous dans votre communication, toujours pour passer de produit à marque. Adapté, ça veut dire bien sûr adapté à votre audience, mais aussi à votre objectif. L'un des écueils que je vois très très souvent, c'est se présenter sur la base de ce qu'on a fait par le passé, mais pas de ce qu'on peut offrir aujourd'hui et de ce qu'on veut faire demain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Tout comme la partie concrète, j'en ai déjà parlé rapidement, mais vraiment, n'hésitez pas à mettre des chiffres, des anecdotes, des case studies, des choses comme ça, pour qu'on puisse bien comprendre ce que vous faites. Simple, plus les phrases sont courtes, plus elles sont compréhensibles, même par un enfant de 6 ans, plus vous aurez de chances d'éviter les malentendus, et ça, c'est aussi très important. Une fois que vous avez un elevator pitch personnel, donc c'est un élément indispensable de votre communication personnelle, vous allez devoir aussi capitaliser sur votre réseau. Et je pourrais presque m'arrêter à ces 2 éléments-là parce qu'ils sont presque autosuffisants en tant que tels. Pourquoi? Parce qu'on estime aujourd'hui que jusqu'à 80 des postes et 2/3 des missions, donc pour des postes salariés ou des missions freelance, vont être pourvus par réseau. Donc vraiment, travailler aussi sur son réseau lors de la communication personnelle, c'est indispensable. Contrairement à ce qu'on peut penser, le personal branding, c'est aussi une démarche collective. Parce que lorsque vous présentez bien, clairement et que votre réseau sait ce que vous faites, vous êtes bien identifié et donc votre réseau, assez naturellement, va pouvoir générer aussi des opportunités pour vous. Et vous, lorsque vous entretenez aussi votre réseau, que vous l'élargissez également, eh bien, il y a de nouvelles opportunités qui vont aussi venir à vous, si tant est qu'on comprend encore une fois quelle valeur vous pouvez apporter. Alors quand je parle de réseau, c'est important quand même de préciser, ça vient du réseau, mais pas n'importe quel réseau. Ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà depuis les années 70. C'est une théorie qui a été développée par un sociologue qui s'appelle Mark Granovetter dans les années 70, qui parle de la théorie des liens faibles.
En fait, le réseau qui va vous apporter en général, donc ça, on n'était pas encore à l'économie, du freelance, c'était plutôt valable pour les postes salariés, mais c'est le même principe aujourd'hui quand on est indépendant. C'est de cultiver les liens faibles, ceux qui sont avec des personnes qui ne sont pas les personnes que vous voyez tous les jours, donc c'est pas, votre frère, votre sœur, votre mère, votre conjoint, mais ce sont des personnes avec qui vous avez déjà un premier contact ou, avec qui il y a une recommandation entre les 2. Donc c'est le deuxième cercle, par exemple. Ça, c'est des personnes qui vont vous apporter énormément d'opportunités professionnelles. Je parle de la partie networking, elle est importante et c'est aussi utile de se dire que si on n'est pas à l'aise avec le networking, c'est OK. C'est d'ailleurs aussi, c'était mon cas pendant de nombreuses années. Il n'y a pas une seule manière de faire du networking. Networking, c'est pas uniquement, je vais aller à plein d'événements, donner des cartes de visite à tout le monde, c'est pas forcément ça. Donc certes, il y a la notion d'élargir son réseau, mais c'est tout aussi important, si ce n'est plus, de nourrir et vraiment de chérir votre réseau existant, de maintenir le contact. Vous pouvez aussi avoir cette dimension de réseau de manière tout à fait transactionnelle, c'est-à-dire vous avez un objectif en tête, vous allez rencontrer des personnes ou nourrir la relation avec des personnes que vous connaissez déjà dans l'optique de faire du business ensemble, générer des opportunités. Mais vous pouvez aussi vous dire, bah, je vais me réserver, par exemple, tous les mois, un déjeuner avec une nouvelle personne que je ne connais pas. Il y a plein d'applications qui vous permettent de faire ça si vous le souhaitez. Si c'est dans votre personnalité, il n'y a pas une seule manière de faire du réseau, il y en a potentiellement au moins 4, et à vous de trouver votre manière d'enrichir et de nourrir votre réseau, celle qui vous convient, mais ne négligez surtout pas cette partie-là, parce que c'est aussi de là que vont venir les opportunités professionnelles pour vous en tant que freelance. Troisième règle d'or, si vous avez un pitch personnel, si vous avez une présentation, l'objectif suivant va être de le transformer en vitrine. Une vitrine, ça va être quelque part un endroit où vous allez pouvoir mettre du contenu qui ne va pas changer tous les 4 matins. Donc vous pouvez la mettre à jour, mais c'est pas comme lorsqu'on poste sur les réseaux sociaux. Là, on est dans du contenu chaud, on est en réaction, c'est de l'actualité, on poste souvent. Là, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir créer une fois, peut-être mettre à jour tous les 2 ans, tous les ans, peut-être si vous avez énormément d'actualités, tous les 3 mois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous demander moins de travail quotidien. Alors, une vitrine, c'est quoi? Il n'y a pas de règle dans l'absolu, ça dépend énormément de votre métier et aussi de votre objectif. Donc, la vitrine traditionnelle, ça peut être évidemment le CV, mais ça peut aussi être bien sûr votre compte LinkedIn, ça peut être aussi, pourquoi pas, un site personnel ou un profil sur des sites comme Malte par exemple, mais il y en a plein d'autres, il y a Comet. Si vous êtes aussi dans une industrie créative par exemple, ça va être plus utile potentiellement pour vous d'avoir une vitrine sur Instagram ou sur Dribbble, sur Behance, des plateformes comme ça, plutôt que sur LinkedIn, où potentiellement, c'est vrai que la dimension visuelle, LinkedIn n'est pas un réseau extrêmement visuel. Par contre, dans d'autres domaines, ça va être l'inverse. Donc ça dépend d'une part du métier que vous avez, de l'industrie dans laquelle vous êtes, et aussi de votre objectif du moment. Si vous êtes freelance depuis un moment déjà, que vous êtes très installé, votre objectif peut-être, ça va être de passer une nouvelle étape, peut-être de monter vos prix, peut-être de trouver de meilleurs clients, de prendre une part de voix peut-être médiatique aussi plus importante. Dans ce cas, quelque chose comme le site personnel, ça peut être quelque chose de très utile pour vous, pour travailler votre image. Là où, à contrario, si votre objectif du moment, c'est purement business, vous voulez trouver des missions, c'est vraiment ce qui voilà, vous chagrine pour l'instant, il vaut mieux être sur quelque chose de beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus pragmatique, sur typiquement des plateformes qui vont vous apporter des missions directement. Donc ça, c'est une vitrine. C'est difficile de tenir à jour 15 vitrines en même temps. Donc encore une fois, soyez attentifs avec votre temps. Faites bien attention à ce qui est possible pour vous de mettre à jour. Mais vous allez quand même très souvent avoir besoin d'envoyer votre portfolio ou une page qui résume ce que vous faites. Surtout aujourd'hui où la communication se fait de plus en plus en distanciel et avec le digital, c'est un élément essentiel d'une bonne communication personnelle quand vous êtes indépendant. Quatrième pilier, quatrième règle d'or d'une bonne communication personnelle, c'est de créer une stratégie de communication qui va s'appuyer sur vos forces. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire vos forces? Ça veut dire, vous, comment est-ce que vous aimez communiquer? Quel est votre mode d'expression préféré? Et on a toutes et tous des qualités différentes, et c'est important de prendre le temps d'identifier les modes d'expression qui vont vous correspondre. Et ensuite, d'aller extrapoler et trouver donc quel format de contenu, quelle fréquence va être pertinente pour vous. Alors, je vous ai mis un exemple de à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, on a une jolie petite étoile. Pour vous, ça peut ressembler à un rond, un blob, un carré, peu importe. C'est vraiment pour vous aider à faire l'auto-bilan sur les modes d'expression qui vous conviennent.
Par exemple, est-ce que vous aimez communiquer de manière visuelle? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est attiré par le design, par la photo, par toute cette dimension finalement esthétique? Peut-être que vous allez avoir envie de développer une communication plutôt visuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour vous? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de vous montrer? Donc d'avoir une communication littéralement incarnée, qu'on voit votre visage. Est-ce que c'est OK ou pas? Est-ce que vous aimez parler? Est-ce que vous aimez prendre la parole à l'oral? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime écrire? Et lorsque je dis: «Est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que vous êtes bon à l'écrit?» évidemment, l'objectif est pas de se comparer, à Marguerite Duras ou à votre écrivain préféré, sinon on n'écrit jamais. Donc c'est vraiment un auto-bilan vis-à-vis de soi-même. Idem si on est dans l'improvisation, vous ne comparez pas non plus, aux rois et aux reines du stand-up, c'est vraiment vous, est-ce que c'est un mode d'expression qui vous correspond? Alors il y a différentes dimensions comme ça qu'on peut regarder. Je vous invite à prendre le temps de le faire chez vous et de bien identifier avec quel mode d'expression, évidemment, il peut y en avoir plusieurs, ils ne sont pas incompatibles. On a le droit, bien sûr, d'être à la fois bon, à l'oral et à l'écrit, d'aimer communiquer en préparant à l'avance des contenus, des discours, d'être très organisé ou à l'inverse, d'être très dans l'improvisation, c'est possible aussi. Mais vraiment, faites ce bilan avec vous-même pour savoir ensuite comment vous allez pouvoir traduire et là vraiment rentrer dans le côté opérationnel de votre communication. Si vous commencez par faire l'inverse, dire: «Bon, bah, je voudrais communiquer sur LinkedIn» ou «Je voudrais avoir un compte Twitter» ou peut-être «Je vais monter un blog». En fait, vous allez prendre le problème à l'envers et en tant que freelance, encore une fois, ça va être un job qui va se rajouter à votre travail de freelance. Donc il faut bien faire attention à ce que ça soit quelque chose qui soit confortable pour vous, qui vous fasse plaisir, qui vous donne de l'énergie, pas qui vous pompe de l'énergie. Sinon, ça ne va pas vous aider sur le long terme, ça ne va pas être tenable. Donc une fois que vous avez fait ça, ensuite, vous allez pouvoir le traduire donc en réseau social ou en canal d'expression. Et donc je dis réseau social, mais ça peut être très bien du mail, ça peut être de la newsletter. D'ailleurs, les réseaux sociaux, les tendances, elles changent en permanence. Il y a des nouveaux réseaux qui apparaissent tout le temps. Donc là, vous voyez, je vous ai rajouté Clubhouse, qui est un petit nouveau. Et typiquement, si vous aimez bien la communication plutôt de manière l'improviser, la dimension orale, c'est quelque chose qui vous parle, bah, ça peut être quelque chose pour vous. Si par contre, vous êtes plutôt effectivement sur quelque chose, de visuel ou de préparé, peut-être que quelque chose sur, l'univers du podcast va être plus intéressant pour vous, peut-être un compte Instagram. Évidemment, on peut faire tout ça, mais faire tout à la fois, évidemment, ça va vous demander plus de temps. Donc c'est pour ça que moi je vous invite à d'abord identifier vos forces et ensuite à traduire en concrètement combien de temps j'ai disponible pour publier quoi, chaque semaine ou chaque mois, sur quelle plateforme. Ce qui fait le lien également avec mon dernier point, qui est de construire un plan marketing personnel compatible avec votre agenda. Donc ça boucle avec cette histoire de temps disponible et de journée de 24 heures, parce que, je vous le disais, en tant que freelance, vous êtes presque comme une mini start-up, d'une certaine manière. Donc dans l'univers des startups, on parle beaucoup d'avoir un MVP. MVP, c'est un acronyme pour dire Minimum Viable Product. Donc c'est quoi votre produit minimum viable que vous allez pouvoir mettre sur le marché? Même si ce n'est pas parfait, vous allez pouvoir tester avec ça. En termes de communication, c'est pareil. Il faut vraiment adopter cette démarche de frugalité et vous dire: «C'est quoi mon minimum viable communication plan? C'est quoi mon plan de com minimal qui va me permettre d'avoir un impact maximal en y passant le moins de temps et le moins d'efforts possible?» J'insiste sur la notion d'effort parce que c'est vous qui êtes aux manettes et c'est votre communication personnelle que vous faites en plus, à moins que votre métier soit d'être communicant. Et quand bien même, j'en sais quelque chose, communiquer pour les autres et communiquer sur soi, c'est pas forcément aussi simple parce qu'on a moins de recul évidemment sur soi-même. Donc de prendre le temps de se dire qu'est-ce qui va me prendre de l'énergie ou pas. Donc pour ça, vous pouvez utiliser ce tableau ou tout autre outil de scoring qui va vous aider à identifier, d'une part, qu'est-ce que ça vous coûte? Certains modes d'expression sont gratuits, certains vont coûter de l'argent. Donc à vous voir qu'est-ce que ça vous coûte financièrement, mais aussi qu'est-ce que ça vous coûte, vous personnellement. Quand je disais tout à l'heure, le networking, ça peut être quelque chose avec lequel certains et certaines d'entre vous vont être très à l'aise, tant mieux, dans ce cas, ça ne vous coûte rien. Moi, une certaine forme de networking, ça va me coûter de l'énergie. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vais prioriser. Par ailleurs, est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut me rapporter en fait? Quel est le pourcentage de, je vais en retirer quelque chose? Et est-ce que ça va être un bénéfice direct ou indirect? Bénéfice direct ou indirect, j'en viens à ma question de départ quand je vous disais: est-ce que vous êtes plutôt dans une optique de, monter vos prix, vous êtes déjà installé, vous êtes freelance depuis longtemps, vous avez une expertise très solide, que vous avez envie de valoriser davantage? Là, on est sur une question d'image, on est plutôt sur du long terme. Si à contrario, votre objectif, c'est de trouver une mission pour dans 2 semaines,
vous avez besoin que le bénéfice soit direct. Donc dans ce cas de figure, monter un compte Instagram, le bénéfice, il va clairement pas être direct, ça va pas être l'outil de communication principal que je vous recommande de prioriser, évidemment, si votre but, c'est d'avoir une mission dans 2 semaines. Par contre, pour travailler potentiellement votre image, votre expertise sur le long terme et vous installer davantage dans l'univers médiatique, ça peut être quelque chose de très intéressant. Nous avons fait le tour rapidement sur les 5 règles d'or que je vous propose pour adopter une bonne communication personnelle en tant que freelance. Sauf mention contraire, tous les concepts que je viens d'aborder sont des concepts issus de mon livre. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez le retrouver dans votre librairie préférée, évidemment sur les plateformes en ligne. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi retrouver une partie de ces contenus sur nos programmes en ligne. Il y a notamment un mini-cours gratuit sur le pitch personnel, quand je vous parlais tout à l'heure de la structure de pitch, c'est quelque chose qu'on met aussi en ligne à disposition, et avec tous les programmes beaucoup plus complets, avec l'ensemble de la méthode pour apprendre à mieux communiquer sur soi. Je vous propose désormais de passer à la session de Q&A. Et je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent, super. Alors, on a une première question. Que pensez-vous de Clubhouse pour le networking? Est-il pertinent? Alors, c'est une très bonne question. Clubhouse, pour l'instant, c'est difficile d'avoir du recul parce que c'est tout nouveau. Ça a à peine 3 mois que ça fait le buzz un peu partout. Par ailleurs, c'est encore disponible uniquement pour les utilisateurs et utilisatrices d'iPhone. Donc, c'est difficile d'avoir un recul. Au demeurant, pour le networking, oui, ça me semble pertinent, mais ça me semble aussi assez chronophage. De mon usage personnel, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui y passent du temps. Les personnes qui y passent du temps, en général, sont celles qui soit ont mis en place tout un système pour avoir une équipe aussi derrière de communication, une équipe vraiment en tant que telle, du staff pour avoir le temps de faire ça. Donc si vous êtes en train de vous lancer en tant que freelance et que votre objectif là c'est de trouver des missions tout de suite, je ne sais pas si Clubhouse, pour moi, ça serait le canal numéro 1 à privilégier. Mais encore une fois, on a très peu de recul, donc j'aimerais bien vous faire un retour dans quelques mois. Je vais prendre la question suivante, qui est de la part de Robin. Dans le cas de la prestation de service, pensez-vous que abaisser ses tarifs pour sécuriser un premier client peut être une erreur de personal branding, doute, légitimité, impossibilité de changer de tarif ensuite? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que baisser ses tarifs pour sécuriser un premier client, ça dépend du client. Si c'est baisser ses tarifs parce que, il y a une logique derrière, par exemple, c'est une start-up ou une association, vous pouvez justifier la baisse de tarifs en adaptant justement à votre client. Et donc dans ce cas, c'est pas un problème derrière de personal branding, ça met pas en cause votre valeur et ça vous empêche pas de monter vos tarifs derrière. Par contre, si vous cassez vos prix avec un client type, une grosse PME, un grand groupe direct, juste parce que vous avez peur de pas avoir la mission, là effectivement, ça va être beaucoup plus difficile de rattraper derrière. C'est pas impossible. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs occasions, soit avec des freelances avec lesquels je travaillais, soit moi en étant aussi en tant que freelance par le passé. Les tarifs, ça peut changer, ça peut évoluer aussi, mais il faut apporter derrière une légitimité sur pourquoi est-ce que les tarifs changent. Donc typiquement, si vous avez une nouvelle actualité, si vous avez entre-temps mené un énorme projet qui a eu beaucoup de succès, vous pouvez derrière dire bon bah du coup je monte mes prix. Mais s'il y a absolument aucune différence entre la prestation que vous avez donnée, qui était vraiment pas chère, et celle que vous voulez faire après plus chère, là effectivement, il va vraiment falloir rattraper en termes de communication pour justement pouvoir rehausser vos prix comme vous voulez. Alors, une autre question de Guillaume qui nous dit: «Je suis micro-entrepreneur, j'ai un nom de famille compliqué». Du coup, je ne vais pas essayer de le dire parce que j'ai peur de l'écorcher. Voilà, exactement. Dois-je réfléchir à un nom commercial pour faciliter les échanges avec mes clients? Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, lorsque vous êtes freelance, est-ce que vous avez besoin d'un nom de marque ou pas? Très honnêtement, moi, je considère que c'est pas nécessaire d'avoir un nom de marque qui est différent de votre nom de famille. Par contre, si effectivement vous avez peur que votre, nom pose un problème, oui, vous pouvez vous choisir un nom de marque. Par contre, il faut bien garder en tête que si vous avez l'ambition de passer du statut de freelance au statut plus tard d'entrepreneur et de faire travailler d'autres personnes avec vous, ça peut être utile effectivement d'avoir un nom qui n'est pas le vôtre parce que ça favorise l'adoption. Si de toute manière votre objectif c'est de rester indépendant, dans ce cas, pour moi, même si votre nom il est imprononçable et je suis sûre que si vous me le disiez une fois après, je prendrai une habitude, vous allez être identifié de toute manière dans la tête de vos clients. Donc c'est pas le nom qui va faire la différence, c'est la personne. Ça, c'est comme quand on se dit: «Ah, j'ai besoin d'un logo». En fait, en tant que freelance, vous avez
très rarement besoin d'un logo. C'est pas ça qui fait la différence. C'est plutôt vous, en fait, votre marque personnelle, elle va s'exprimer par tout un tas de symboles qui sont à la fois des mots et des images, qui peuvent être exprimés dans votre manière de parler. Ça peut être exprimé aussi à travers les outils visuels que vous allez mettre en avant, mais c'est pas forcément un logo ni même un nom de marque qui va faire la différence. Donc pour moi, si ça vous bloque personnellement et que du coup, ça vous bloque pour faire votre autopromo, donc là, on est plus sur un biais psychologique. Dans ce cas, oui, trouvez un nom de marque, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est juste, voilà, vous aimez bien ça, il n'y a pas de souci, vos clients, ils vont prendre l'habitude. De toute manière, c'est vous qu'ils ont en tête. On a une autre question d'Élodie. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de se montrer pour faire vivre sa marque? Et si oui, avez-vous des conseils pour les plus introvertis d'entre nous? Très bonne question. C'est vrai que alors moi, je me reconnais aussi dans cette question parce que je suis plutôt introvertie aussi de nature. C'est pas parce qu'on est introverti que c'est forcément problématique de se montrer de temps en temps. La question, c'est vraiment de poser les barrières pour vous, jusqu'où vous êtes prête à aller ou pas. Et donc se montrer, ça veut pas dire, faire des concours de selfie toute la journée. Vous avez pas besoin de raconter, toute votre vie sur tous les réseaux sociaux, c'est pas un problème. Par contre, pour faire vivre sa marque, oui, vous avez besoin un minimum d'être identifié. C'est aussi une question d'engagement, en fait. Lorsque vous allez poster, par exemple, pour tenir au courant votre réseau sur les divers réseaux sociaux professionnels, bah, on constate que c'est vrai que les posts où on voit la personne ont plus d'engagement. C'est assez simple, en fait. Quand on est sur un réseau social, bah, on scrolle, on scrolle, on scrolle. On est tous un peu comme ça, en train de suivre les réseaux. Et soudainement, quand on voit un visage qui est connu, et ben là, on va s'arrêter. Alors que même si c'est vous qui avez publié le contenu sans vous montrer, c'est vrai que bah, potentiellement, votre contenu, il va être noyé dans le fil d'actualité. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire de forcément se montrer tout le temps, toute la journée. Il faut quand même arriver à le faire une fois de temps en temps, lorsque vous avez, par exemple, une actualité importante à véhiculer à vos clients. Ça peut être, j'ai signé tel contrat, ça peut être, j'ai fini tel gros projet, ça peut être, je change d'activité. Une fois de temps en temps, oui, c'est très utile. Si ça vous bloque plus que ça vous aide, dans ce cas, il y a plein d'autres manières de développer une bonne communication personnelle sans nécessairement vous mettre en avant et incarner. C'est pour ça que je vous renvoie tout à l'heure à cette notion de matrice où vous identifiez vos modes d'expression préférés. On a une autre question de Stéphane. Que conseilleriez-vous comme type de communication lorsqu'on propose une offre très diversifiée, prestation de services, formation, vente d'objets artisanaux, soins de bien-être? Alors ça, j'adore cette question et je me reconnais aussi pas mal dedans parce que j'ai eu beaucoup d'activités très différentes. Pour moi, c'est là où c'est vraiment très important de travailler sur votre marque personnelle parce que lorsque vous allez avoir des activités très variées, ce qu'on va chercher finalement, c'est vous, c'est votre personnalité. Et donc ça, c'est vrai quand on est freelance, mais c'est vrai aujourd'hui dans le monde du travail où vous allez avoir, un premier job, puis un deuxième job, vous allez faire une activité en freelance et puis le travail de demain, on ne sait pas encore ce que ça va être. Donc votre poste en tant que freelance, il va aussi évoluer. Donc là-dedans, ce qui est le plus pérenne, c'est vous. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de développer une communication personnelle, plutôt que de vous fatiguer à développer une communication de marque, à la fois pour votre prestation de service et vous avez un nom sur votre cabinet de conseil. Puis vous avez un nom sur votre cabinet de formation. Puis vous avez aussi un nom sur votre vente d'objets artisanaux. Donc vous pouvez avoir ça, mais gardez en tête que de toute manière, c'est souvent vous qui allez faire la différence. Et donc pour moi, dans ce cas, le fil rouge, c'est votre personnalité. Alors, je vois que le temps file. Je vais prendre une nouvelle question, question de Claire. En tant que prestataire de service, je souhaite faire une prospection en face à face. Comment bien gérer mon image de marque dans ce cas? Alors, pour l'image de marque en face à face, c'est aussi dans ce cas de figure que je vous disais, vous n'avez pas besoin de logo, parce qu'effectivement, lorsque vous allez rencontrer des personnes en face à face, la première chose qu'elles vont voir, bah, littéralement, c'est vous. Donc vous, c'est la manière dont vous bougez, c'est votre posture, est-ce que vous souriez, est-ce que vous souriez pas, comment vous êtes habillé, quel est votre style aussi. Alors le style vestimentaire, ça peut être parfois perçu comme quelque chose de superficiel, un peu cosmétique, mais c'est aussi un point de distinction hyper utile qui peut vous aider aussi à marquer les esprits. C'est pas quelque chose qui est réservé aux artistes ou au monde de la mode, bien sûr. Pensez à des looks iconiques de Karl Lagerfeld, même les Daft Punk, on rend hommage en ce moment, mais ça peut aussi être quelque chose qu'on va retrouver dans tout type d'industrie, notamment dans l'industrie de la tech, même dans la politique aussi. Donc, travailler son image de marque, ça passe par des éléments visuels qui sont le non-verbal. Le non-verbal, c'est votre posture, c'est votre aisance à l'oral aussi que vous allez travailler. Ça peut être des éléments de style aussi, c'est pas une obligation, mais ça peut passer par ça. En tout cas, j'en reviens à la base de la base, c'est avoir un elevator pitch personnel qui vous permet de bien exprimer qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez comme service,
comment vous les proposez, pourquoi. Et c'est là où vous allez justement créer du lien avec votre prospect, votre interlocuteur. Il va avoir envie non plus de se dire bon, voilà, je cherche une prestataire de service, mais je voudrais travailler avec Claire. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, toute dernière question de Frédéric, attaché de presse indépendant, sur quel réseau conseilleriez-vous de se présenter le plus efficacement pour trouver des clients supplémentaires ou quelle plateforme? Se vendre n'est pas une spécialité. Alors effectivement, ça devient un petit peu spécifique et je pense que dans le monde des RP, on peut avoir des réseaux, très spécifiques. D'ailleurs, c'est valable pour tous les secteurs. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de plateformes comme, Comet, on est plutôt sur des profils de freelance dans le digital, sur Dribbble, on est plutôt dans le métier du design. Il y a certainement plein d'autres plateformes que je ne connais pas parce que c'est impossible d'avoir une connaissance extensive sur toutes les industries. Il y en a peut-être dans le milieu des RP, que j'avoue ne pas connaître pour l'instant. En revanche, la notion de trouver davantage de clients, je pense que des plateformes comme Malte, moi ça m'est arrivé de chercher des profils comme ça aussi, donc je pense que Malte peut être une bonne plateforme généraliste à tester et également toujours d'activer son réseau. LinkedIn là-dessus en tant que bonne plateforme généraliste, je pense aussi est un bon moyen alors sans chercher à se vendre directement, mais plutôt de mettre en avant des thématiques sur lesquelles vous accompagnez vos clients. Et donc c'est en étant identifié sur les bonnes thématiques, et c'est donc en travaillant votre communication au quotidien sur ces sujets que vous allez créer des points d'ancrage et potentiellement aussi générer des opportunités. Donc il y a le direct sur les plateformes et de manière un peu plus longue durée sur une communication qui parle des thématiques sur lesquelles vous pouvez être identifié. Il est 12h31, je vais libérer tout le monde et je vous remercie pour vos questions très intéressantes et votre participation. C'était un plaisir d'animer cette conférence pour le salon SME et je vous propose, si vous le souhaitez, de me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon site. Je vous mets tout de suite les URL. Vous pouvez me retrouver sur mariebochen.com, sur Instagram brandmemarie et le programme de formation qui s'appelle brandmebaby.fr. Merci beaucoup et bonne journée.